Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'History Club, le podcast qui vous raconte les petites histoires qui ont fait la grande. Est-ce que toi, cher auditeur, tu t'es déjà imaginé vivant la grande vie dans les hôtels les plus luxueux du monde, dans les plus grands restaurants du monde ou encore en faisant du shopping à Beverly Hills? Eh bien, la personne dont nous allons parler a décidé de faire de son rêve une réalité. Nous allons découvrir ensemble une histoire incroyable qui a passionné les États-Unis et vous allez vite comprendre pourquoi. Je vous présente Anna Sorokina, la fausse héritière qui a escroqué les plus riches et à deux doigts d'arnaquer les banques pour presque 20 millions de dollars. Notre histoire commence en 2013 à New York. Dans le milieu mondain apparaît comme une fleur une soi-disant héritière allemande qui se fait appeler Anna Delvey. Personne n'a entendu parler d'elle, mais elle a entendu parler de tout le monde. Elle arrive à s'incruster dans ce milieu très rapidement et elle enchaîne les dîners dans les meilleurs restaurants et les fêtes les plus courues de la ville. À ce moment-là, la seule chose que l'on sait, c'est qu'elle est allemande, riche et qu'elle a travaillé en France pour le magazine Purple, un magazine de mode européen. C'est une jeune femme jolie, intelligente et cultivée, mais surtout qui a un sacré culot. Elle impressionne les plus riches avec ses connaissances dans le milieu de l'art et de la mode. Elle commence à sortir avec un homme qu'on appelle le futurologue. On sait que c'est un homme qui a travaillé dans les nouvelles technologies et qui fait beaucoup de conférences. Mais si on ne peut pas l'affirmer à 100%, la plupart des médias s'accordent à dire que ce serait Hunter Lee Soik, un jeune homme tout aussi ambitieux qu'Anna, qui servirait de base de données des rêves. C'est un homme qui voyage beaucoup pour faire connaître son projet et aussi pour trouver des investisseurs. Anna l'accompagne dans tous ses déplacements et c'est lui qui paye tout. Elle disait déjà à ce moment-là qu'elle était une héritière allemande, mais avec un père capricieux qui lui coupait souvent les vivres et qu'elle avait un fonds fiduciaire qu'elle pourrait toucher à 25 ans, soit 3 ans plus tard, d'une valeur de 60 millions de dollars. Et ça passe, puisqu'apparemment dans ce milieu-là, c'est assez fréquent. Avec son petit ami, Anna parcourt le monde. Ils forment une équipe, mais alors que lui voudrait l'engager dans sa société, Anna refuse. Il est hors de question qu'elle travaille pour quelqu'un d'autre. Et lors d'une soirée mondaine, on lui demande si elle a rejoint le club très privé Soho House. Et la vérité, c'est que non, elle n'a jamais été admise. Elle répond alors que ce n'est pas la peine, puisqu'elle va créer son propre club privé, un endroit où l'art et la mode régneraient en maître, la fondation Anna Delvey, soit ADF. Voilà, son projet est né. L'histoire d'amour entre Anna et Hunter va durer 2 ans. Elle va se finir très mal, Hunter ayant dépensé tout l'argent de ses investisseurs pour payer en partie ses employés, mais surtout le train de vie d'Anna. À partir de 2015, il disparaît des radars et s'installe à Dubaï. Et son application n'aura finalement jamais vu le jour. À partir de là, Anna s'installe définitivement à New York. Elle continue de tisser sa toile sociale. Par un ami, elle rencontre Michael Wu-Fu-Yang, le fondateur du musée M-Wood à Pékin, qui raconte dans une interview qu'elle lui a proposé d'aller à la Biennale de Venise avec elle et qu'elle aurait suggéré qu'il réserve l'hôtel et les billets d'avion, ce qu'il fait sans trop se poser de questions. Sur place, Anna paye ses dépenses en cash et il pense au début qu'elle va lui rembourser l'hôtel ou au moins son billet d'avion. Mais en fait, elle ne le fait pas et lui, il oublie. Parce que pour lui, c'est, je cite, « pas beaucoup d'argent, entre 2 ou 3 000 dollars. Après tout, lorsqu'on est super riche, on oublie souvent les petites dépenses. » Et c'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'Anna a pu mener son train de vie en empruntant de l'argent à des gens pour qui, finalement, ce n'était rien. Et c'est aussi une spécialiste pour ne pas payer les hôtels dans lesquels elle loge, avec souvent l'excuse qu'il y a un décalage entre les banques américaines et européennes. En 2016, Anna s'installe dans l'hôtel Eleven Howard. Tout le monde la remarque parce qu'elle donne des pourboires de 100 dollars à tous ceux qu'elle croise. Elle va rester plus d'1 mois dans cet hôtel, et là, elle se lie d'amitié avec Nef, la concierge, qui deviendra peu à peu sa secrétaire. Anna entraîne Nef dans le milieu mondain, un milieu très loin d'elle. Et si je vous raconte cela,
C'est parce que son amitié avec Nef lui sera tellement précieuse que c'est le seul endroit qu'elle paiera rubis sur ongle. Et c'est aussi à ce moment-là que notre héritière concrétise peu à peu son projet de fondation, la Anna Delvey Foundation. Elle trouve un architecte, des designers, des agents immobiliers, bref, toute une équipe. Et elle jette son dévolu sur un immeuble, le Church Mission House, un bâtiment qui vaut très, très cher. Pour réaliser son projet, il lui faut à peu près 50 millions. Alors pourquoi ? Déjà parce que le bâtiment vaut très cher. Ensuite, Delvey a pour ambition d'avoir dans sa fondation 2 étages complets de logements, 3 restaurants, des bars à jus, des boulangeries, un musée, un coworking. Bref, une petite ville à l'intérieur d'un immeuble. Heureusement, elle a beaucoup d'amis. Et un de ses amis la met en contact avec Andrew Lane, un célèbre avocat spécialisé dans l'immobilier qui travaille pour Gibson Dunn, un très grand cabinet. Andrew la met en contact avec le groupe d'investissement Fortress et plusieurs banques comme la City National ou la Citibank. Notre cliente Anna Delvey entreprend un réaménagement très excitant du 281 Park Avenue South. Soutenu par une équipe de renom pour ce type de lieu et d'espace, a écrit Lance dans un email dans lequel il expliquait qu'Anna avait besoin d'un prêt. Et pourquoi d'un prêt ? Son personnel des actifs assez importants sont situés en dehors des États-Unis, certains d'entre eux étant confiés à UBS en dehors des USA. L'argent qu'elle recevrait, a-t-il ajouté, serait entièrement garanti par une lettre de crédit de la banque suisse. Et oui, elle a réussi à faire croire à un avocat spécialisé qu'elle avait bel et bien de l'argent en Allemagne. Comment ? Elle a inventé un personnage du nom de Peter Hennecke. Et Peter Hennecke prend contact avec Lance, ils se parlent par mail et même par téléphone. Comme quoi, il faut toujours faire attention aux applications qui changent la voix. Peter est censé être un banquier d'UBS, une banque suisse. À l'aide de falsification de documents, entre autres, Andrew est convaincu, Anna est bien solvable. Et lors de l'enquête menée par son propre cabinet, Andrew il va faire une connerie. Il coche la case qui dit oui, cette personne a les ressources nécessaires. Aïe 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 ! Comme quoi, même les personnes les plus aguerries peuvent se faire avoir. Et d'ailleurs, pas que lui, parce qu'elle a réussi aussi à soulever des fonds pour sa fondation grâce à ses riches amis. Mais tout cela prend un peu de temps. Elle décide alors de se rendre au Maroc dans un hôtel très luxueux appelé la Mamounia, histoire de se reposer. Elle embarque dans sa valise 2 amis à elle, sa coach de vie Casey Duke et son amie Rachel Delocq-William, assistante rédactrice à Vanity Fair. Les vacances sont magnifiques, mais on voit qu'Anna est très préoccupée. Elle ne veut pas bouger de l'hôtel, elle est toujours sur son téléphone, elle est d'humeur maussade. Casey Duke, la coach de vie, raconte à ce moment-là que l'univers lui est venu en aide sous la forme d'une gastro-entérite. En effet, au bout de quelques jours, Casey est obligée de retourner aux États-Unis à cause de ses maux de ventre. Et il craint bien lui fasse. Parce qu'en fait, l'hôtel, il n'est pas payé. Et ça passe pas très bien. Le personnel commence à s'énerver de ne pas recevoir de carte de crédit valable et ils vont être très clairs. Si les 2 femmes restantes ne payent pas la facture qui s'élève quand même à 61 000 $, ce sera la prison. Et là, c'est la panique. Ça va loin là quand même, non ? Pour Rachel, la rédactrice, il est hors de question de se retrouver en prison dans un pays du Moyen-Orient. Elle décide alors de donner la carte de crédit de Vanity Fair pour payer l'hôtel et rentrer en Amérique. Alors c'est chouette, mais utiliser la carte de crédit du travail pour payer les vacances, ça s'appelle abus de biens sociaux. Mais Rachel est sereine. Anna va la rembourser. Elle est riche, non ? À son retour, Anna commence à avoir des problèmes. Premier coup dur, le bâtiment qu'elle voulait tant est loué à Fotografiska pour devenir le musée de la photographie suédoise. Deuxième coup dur, les hôtels Beckham et W ont porté plainte contre elle, tout comme le restaurant Parker. Elle dira à son avocat qu'elle ne comprend pas pourquoi. Après tout, elle va bien trouver un de ses amis pour payer les factures. Mais évidemment, personne ne répond au téléphone. Et ça, c'est que le sommet de l'iceberg. Alors, on va dénouer ensemble le fil des fraudes. En 2016, elle a soumis des faux documents à la City National Bank, affirmant qu'elle valait 60 millions. Jusque-là, ça va. Déjà, pourquoi elle a fait ça ?
Eh bien, pour obtenir un prêt de 22 millions. En même temps, elle soumet les mêmes documents à Fortress pour obtenir un prêt de 35 millions. Et pour l'obtenir, elle devra fournir 100 000 $ pour les vérifications d'usage. Mais comment financer ça ? Eh bien, en tant que personne ultramaline, elle arrive à obtenir cette somme de la part de la City National Bank, qu'elle gère donc au groupe d'investissement Fortress. Mais la société n'est pas satisfaite des réponses de Peter Hennecke et prévient Anna qu'une équipe part en Suisse pour vérifier ses dires. Panique ! Elle annule alors la demande de prêt et récupère une partie de l'argent versé pour l'enquête. Elle va alors dépenser environ 50 000 $ en vêtements, technologie, montres et restaurants. Ensuite, elle dépose 160 000 $ de chèques sans provision à la Citibank et parvient à en retirer 70 000. C'est avec cet argent d'ailleurs qu'elle remboursera l'hôtel où son ami Neff travaille, vous vous souvenez ? Mais c'est pas tout. Delvey a convaincu la société Blade, une société qui s'occupe de jets privés, de lui en prêter un pour une valeur de 35 000 $. Et tout ça en envoyant une fausse confirmation de virement bancaire de la Deutsche Bank. Elle utilise le même système pour différents hôtels et elle continue l'arnaque au faux chèque dans différentes banques. Et ça commence à se voir. Et d'ailleurs, une instruction judiciaire débute. Elle s'enfuit alors à Los Angeles, où elle se rend dans une retraite luxueuse et elle rate évidemment ses premières convocations à comparaître à New York. Et vous vous rappelez de Rachel, la rédactrice ? Elle a décidé de ne pas se laisser faire. Et grâce au compte Instagram d'Anna, elle arrive à la localiser. Elle prévient alors la police et appelle Anna pour lui dire qu'elle se trouve aussi en Californie et qu'elle aimerait bien aller dîner avec elle. Anna accepte et lorsqu'elle sort du bâtiment, elle est interceptée par la police et arrêtée. Mais qui est vraiment Anna ? Anna ne s'appelle pas Delvey, c'est un nom qu'elle a inventé. En réalité, elle s'appelle Anna Sorokin et elle est russe. Elle est née en 1991 et en 2007, sa famille et elle emménagent en Allemagne. Elle fréquente alors le lycée Eichsweiler, situé dans une petite ville ouvrière, environ à 60 km de Cologne, juste à côté de la frontière belge. Son père n'est pas un riche homme d'affaires, loin de là. En fait, il a ouvert une entreprise de chauffage et de climatisation. Et après avoir obtenu son diplôme secondaire en 2011, Anna déménage à Londres où elle fréquente le Central St. Martin College, qu'elle va d'ailleurs très vite abandonner. Et puis elle part à Berlin pour faire un stage dans une société de relations publiques. Et puis après elle part à Paris, où elle devient stagiaire pour le magazine Purple. Et c'est là qu'elle change son nom pour Delvey. Puis en 2013, elle part aux USA et on connaît la suite. Anna a été condamnée à 4 à 12 ans de prison pour vol et escroquerie. Mais fun fact, elle a été déclarée innocente pour l'histoire de Rachel. Parce qu'effectivement, Rachel a décidé de donner sa carte. Anna n'a pas obligé à le faire. Anna a été libérée en 2021 pour bonne conduite, mais remise en prison parce que son passeport était expiré. Elle passe alors 17 mois au sein des services de l'immigration. Si son procès fut aussi retentissant, c'est parce qu'Anna a décidé d'en faire une force. Chaque jour de procès était un défilé de mode et chaque tenue était longuement commentée par les journaux People et Mode. Et son procès a passionné les foules parce que comment une jeune femme a réussi à arnaquer autant de gens censés être les personnes les plus intelligentes. Toujours aussi maligne, Anna a vendu son histoire à Netflix pour en faire une série, l'excellente Inventing Anna, que je vous conseille absolument. Anna a prouvé que dans un monde gouverné par l'argent et le narcissisme, il suffit de briller un peu pour aveugler le monde. Et vous, est-ce que vous vous seriez laissé berner ? C'était History Club. À bientôt.